L'art de l'insulte. Des insultes tous azimuts. 1. L'insulte comme ultime recours. L'art de l'insulte est le pendant idéal du petit livre intitulé « L'art de toujours avoir raison », un répertoire de 38 astuces que Schopenhauer avait réuni pour son usage personnel, mais qu'il ne publia pas. À la fin de sa merveilleuse collection de ruses et de trucs qui permettent de mener à bien les discussions et les querelles, c'est-à-dire battre l'adversaire en faisant fi de la vérité, Schopenhauer explique les limites de chaque technique argumentaire et, du même coup, l'absolue nécessité d'une arme de plus qui soit extrême. Si l'on a devant soi un adversaire plus intelligent et plus habile, les astuces dialectiques, la malice, ne sont plus d'aucun secours. Au niveau discursif de l'argumentation, nous serons inévitablement vaincus. Mais cela ne signifie pas encore que la partie est déjà perdue. Il reste comme extrema ratio un tuyau insolent, proposé par Schopenhauer, une astuce ultime, infâme, la 38e dans son catalogue, qui recommande expressément ce qui suit. Lorsqu'on constate la supériorité de l'agresseur et qu'on veut continuer à avoir tort, il faut devenir blessant, offensant, grossier. Devenir blessant, c'est s'écarter de l'objet de la querelle, parce qu'on a perdu la partie, pour se tourner vers l'interlocuteur et s'en prendre d'une manière ou d'une autre à sa personne. On pourrait appeler cela argumentum ad personam, à la différence de l'argumentum ad hominem. Celui-ci part de l'objet purement objectif pour s'en tenir à ce que l'adversaire en a dit ou admis. Mais lorsqu'on devient offensant, on abandonne complètement l'objet et on dirige son attaque vers la personne de l'adversaire. On devient donc outrageant, méchant, offensant, grossier. Ce sont les forces de l'esprit qui interpellent celles du corps ou celles de l'animalité. Schopenhauer ajoute: cette règle est très appréciée, parce que chacun est apte à l'appliquer, et c'est pourquoi on y a souvent recours. Ce qu'on savait sans doute déjà dans l'Antiquité. Comment les sophistes auraient-ils ignoré le moyen par lequel chacun peut se mettre au même niveau que quiconque, et peut immédiatement compenser la plus grande des inégalités intellectuelles? Je parle de l'insulte. Aussi, une nature vulgaire y est-elle menée même instinctivement dès que se fait sentir la supériorité intellectuelle. Par conséquent, injurier, insulter, invectiver, outrager ou calomnier sera, ainsi que l'expérience quotidienne nous l'enseigne amplement, l'inévitable issue de nombreuses discussions et disputes, avec des conséquences aisément prévisibles. On se demande quelle règle contraire vaut dans ce cas pour l'autre partie. Car si elle veut appliquer la même, il y aura une bagarre ou un duel ou un procès en diffamation. Une telle escalade inquiète Schopenhauer, qui préférerait déconseiller de tels excès aux parties adverses. Il vaudrait mieux, et ce serait plus intelligent, éviter par tous les moyens de se laisser entraîner à une exacerbation aussi risquée. C'est dans ce but qu'il nous donne quelques pressants conseils pratiques. On peut aussi ignorer avec nonchalance les invectives et les insultes de l'adversaire et faire comme si de rien n'était. De toute une série d'exemples et d'anecdotes classiques évoquées par Schopenhauer, il ressort clairement que, même devant les insultes et les invectives les plus grossières, les sages ne se sont pas laissés départir de leurs réserves et ont conservé leur sérénité. Plus intelligent encore, le conseil que donne Aristote dans la Réfutation des sophistes. Il faut éviter autant que possible de s'engager dans des discussions avec le premier venu ou avec quelqu'un qui fait du baratin comme les sophistes. Bref, il faut choisir soigneusement et prudemment les interlocuteurs avec lesquels on veut s'entretenir sérieusement. Malgré la prudence qui s'impose, les injures et les insultes sont un genre dans lequel, chacun ne le sait que trop bien par expérience personnelle, nous nous laissons souvent empêtrer, même si nous voulions précisément l'éviter. Dans certaines situations de la vie, il paraît simplement impossible de faire marche arrière ou de rester neutre, car, selon Schopenhauer, celui qui est offensé perd son honneur,
même si l'auteur de l'offense est le gredin le plus vil, l'abruti le plus stupide, un fainéant, un joueur, un misérable emprunteur. Donc, une grossièreté triomphe de tout argument et éclipse toute forme d'esprit. Et la vérité, la connaissance, l'entendement, l'esprit, l'humour n'ont plus qu'à plier bagage et sont battus sur le champ de la divine grossièreté. Schopenhauer affirme la même chose dans son esquisse d'un traité sur l'honneur. La grossièreté est une qualité qui, en matière d'honneur, remplace toutes les autres et l'emporte sur elle. Si par exemple, au cours d'une discussion ou dans une conversation, quelqu'un d'autre fait montre d'une connaissance plus juste des choses, d'un amour plus rigoureux de la vérité, d'un jugement plus sain que nous, ou de quelque autre supériorité intellectuelle qui nous fait de l'ombre, nous pouvons aussitôt infirmer celle-ci ou toute autre supériorité en même temps que notre propre insuffisance ainsi mise au jour, et alors faire preuve à notre tour de supériorité en devenant grossier. Ce qui importe donc avant tout, c'est de ne pas être pris au dépourvu par de telles éventualités. 2. L'école de l'impertinence. Même si les invectives, les injures et les insultes de toutes sortes jaillissent avec une spontanéité inépuisable de l'esprit humain, surtout lorsqu'il se sent provoqué, l'injure appropriée ou l'insulte qui fait mouche ne lui vient pas toujours à l'idée à l'instant même où ce serait nécessaire. Et comme l'escrime ou toute autre technique d'attaque ou de défense, l'insulte et l'injure exigent, pour être efficaces et atteindre leur but, d'être apprises et constamment exercées. Et même si les injures et les insultes sont généralement le signe d'un tempérament grossier et colérique, elles supposent néanmoins un certain raffinement. Si l'on veut blesser l'adversaire par une invective exactement adaptée, intelligemment conçue et formulée avec justesse, une habileté particulière est nécessaire qu'il faut développer et cultiver. Mais laquelle? Et où et chez qui peut-on l'apprendre? Ici, c'est Schopenhauer qui vient en aide. Le philosophe de Dantzig semble avoir pratiqué avec un certain plaisir le genre de la raillerie, de l'invective et de l'insulte, et bien qu'il n'ait pas rédigé lui-même un véritable art de l'insulte, certains indices permettent de penser qu'il n'était pas loin de le faire. La preuve en est le catalogue des injures, invectives, vexations et insultes adressées à tous les destinataires possibles que nous avons extraites de ses œuvres et de ses écrits posthumes et rassemblées sous le titre de « L'art de l'insulte ». 3. Réserves élémentaires. Pour l'amour de la vérité, il faut admettre que le philosophe de Dantzig aurait toutefois considéré un tel art avec aversion. Même les stratagèmes, à vrai dire, très utilisables de son art d'avoir toujours raison, n'étaient finalement à ses yeux rien moins que des ruses et des trucs méprisables et malhonnêtes dont l'homme se sert dans sa malveillance pour l'emporter sur les autres. Aussi s'en lassa-t-il et ne les fit-il jamais imprimer. À plus forte raison, Schopenhauer aurait-il émis les mêmes réserves à l'égard de l'art de l'insulte? L'injure et l'invective sont des moyens communs, vulgaires, populacier et dans les hauteurs aristocratiques de son intelligence philosophique, il détestait se laisser entraîner à un niveau aussi bas. La définition claire et juste de la nature de l'objet donne déjà les raisons profondes de son rejet. La vexation, la simple invective et pure et simple diffamation si les raisons n'en sont pas données. En grec, cela s'exprimerait aisément. Esti et loidoria diabole syntomos. L'invective est une diffamation abrégée. Il est vrai que celui qui invective révèle qu'il n'a rien de réel ni de vrai à alléguer contre l'autre. Sinon, il livrerait cela comme les prémices et laisserait tranquillement à ceux qui ont entendu le soin de conclure, au lieu de quoi il donne la conclusion et reste redevable des prémices. Lui seul se contente de présumer que c'est ainsi uniquement par goût de la brièveté. De plus, l'offense entraîne, comme déjà évoqué, le risque d'une escalade lourde de conséquences que Schopenhauer déconseille vivement, car avec les injures, cela se passe comme avec les processions religieuses qui reviennent toujours à leur point de départ. C'est pourtant avec un plaisir à peine dissimulé
qu'il décrit cette intensification. Lorsque l'insulteur a été grossier, il faut être encore plus grossier. Si les invectives ne font plus d'effet, il faut y aller à bras raccourcis. Et là aussi, il y a une gradation pour sauver l'honneur. Les gifles se soignent par des coups de bâton, ceux-ci par des coups de cravache. Contre ces derniers, même certains recommandent les crachats qui ont fait leurs preuves. C'est seulement lorsque ces moyens arrivent trop tard qu'il faut recourir sans hésiter à des opérations sanglantes. Il faut dire que tout cela est condamné très sévèrement. Schopenhauer en est certain. Chaque grossièreté est en fait un appel à l'animalité, car elle qualifie d'incompétent le combat des forces de l'esprit ou du droit moral et son règlement au moyen de ses raisons, et elle met à leur place les forces physiques. S'abaisser à ce niveau signifie en fin de compte en revenir au droit du plus fort. 4. Schopenhauer, maître dans l'art de l'invective et de l'insulte. Cette simple raison devrait suffire à éloigner Schopenhauer de l'idée de rédiger un art de l'insulte en bonne et due forme. Il y avait pourtant en lui les meilleures dispositions pour ce faire. Dans ses écrits, de plus en plus depuis son traité sur la volonté dans la nature de 1836, il ne recule pas devant une polémique acerbe. Il s'exprime volontiers sur le ton du sarcasme et de l'ironie blessante, utilise sans ménagement des invectives et des expressions diffamatoires, adresse à toutes sortes de sujets des insultes et des injures, peste et blasphème contre tout et n'importe quoi. On peut donc le ranger sans hésiter parmi les grands maîtres de l'art vulgaire de l'insulte. On pourrait donc aussi faire de vastes recherches sur l'arrière-plan biographique d'une impertinence aussi catégorique. On connaît par exemple son tempérament sanguin, rugueux et prompt à s'irriter, son caractère pessimiste et misanthrope, qui fut déjà source de problèmes constants dans la famille, produisit des incidents désagréables et fut la principale cause du désaccord pénible avec sa mère, ainsi qu'en témoigne impitoyablement la correspondance familiale. Johanna semble toucher juste lorsqu'elle écrit à son fils « Il faudrait tout de même que tu deviennes globalement un peu plus prudent dans tes jugements. C'est la première leçon que te donne le monde qui t'entoure. Il est dur, mais si tu ne changes pas, il sera plus dur encore. Tu te rendras peut-être très malheureux. Ton intelligence supérieure assombrit toutes tes bonnes qualités et les rend inutiles pour le monde, uniquement parce que tu ne parviens pas à contenir ta rage de tout savoir mieux, de trouver partout des défauts, sauf en toi-même, de vouloir améliorer et maîtriser tout. Si tu étais moins que ce que tu es, tu serais ridicule, mais tel quel, tu es embêtant au plus haut point. Tu montes sans peine les gens contre toi. » Et dans une de ses dernières lettres avant leur séparation, « Tu t'es par trop habitué à invectiver. Tu me parais trop négatif, trop méprisant à l'égard de ceux qui ne sont pas comme toi. » De là aussi ces paroles amères à propos de leur séparation. « Je suis fatigué d'endurer encore ton comportement. Tu t'es détaché de moi. Ta méfiance, ta réprobation à l'égard de ma vie, du choix de mes amis, ton comportement dédaigneux à mon égard, ton mépris pour mon sexe, ta répugnance à contribuer à me faire plaisir et que tu exprimes clairement, ta cupidité, tes lubies auxquelles tu laisses libre cours en ma présence et sans prêter attention à moi, cela et bien d'autres choses qui font que tu me parais parfaitement odieux, tout cela nous sépare. » Ce caractère misanthrope, sarcastique et pessimiste, colérique, ne fut pas seulement préjudiciable à sa vie familiale, il nuisit également à ses relations sociales et professionnelles et en général à ses rapports avec son prochain et ses contemporains. De nombreux incidents devenus anecdotiques qui en témoignent ont fourni à ses biographes un matériel amusant et varié pour leurs récits. Cela commence déjà au lycée de Gotha lorsque l'élève génial compose sur le professeur Christian Ferdinand Schulz un poème satirique dont on lui tient rigueur et qui lui vaut d'être exclu de l'établissement. À l'université aussi, le penseur doué de la jeune génération ne parvient à écouter certains professeurs qu'avec impatience et à contre-cœur, et Fichte plus que tout. Il débaptise la doctrine de la science, Wissenschaftslehre, en vide de la science, Wissenschaftslehre. Il est difficile de freiner sa méchante langue, même devant Hegel, le philosophe vedette de son temps, avec qui il discute avec conviction lors de sa soutenance de thèse.
Cette brutale opposition coûtera finalement à Schopenhauer sa carrière universitaire. Cette relégation, certes injuste, mais dont il est sans doute seul responsable, ne fait que l'irriter davantage et le rend impitoyable à l'égard des philosophes ex cathedra et des philosophes de métier de toute tendance. Il les fustige dans son pamphlet de la philosophie universitaire en les traitant de philosophes ringards. Parmi les nombreuses raisons qui le contraignirent à s'attaquer au fond et personnellement au problème de l'insulte, il convient encore d'évoquer le procès en diffamation que lui intenta sa voisine, une couturière du nom de Caroline Marquet. Elle l'avait dérangé en bavardant avec ses amis sur le palier de son appartement, alors qu'il était plongé dans son activité de penseur, ou comme le supputaient des rapporteurs malveillants, pendant qu'il honorait la visite discrète de sa maîtresse, Caroline Meudon. Schopenhauer en est manifestement venu aux mains. La voisine âgée de 47 ans tomba dans l'escalier et se blessa. Après une longue procédure qui traîna pendant 5 ans, Schopenhauer fut condamné à lui verser une indemnité à vie pour voie de fait. Rien d'étonnant donc que le problème de l'insulte et de l'injure l'intéressât également du point de vue juridique, et qu'il lut même la littérature spécialisée sur ce sujet. Par exemple, le Tractatus de existimatione adquirenda, conservanda et omittenda sub quo et de gloria et infamia de Marquard Freiherr, traité sur la manière de se faire une bonne réputation, de la conserver et de la perdre en même temps, ainsi que sur l'honneur et la honte. Ou l'enquête en 3 parties d'Adolf Dietrich Weber sur les injures et les écrits diffamatoires, à laquelle il se réfère dans son esquisse d'un traité sur l'honneur. À mesure qu'il avançait en âge, Schopenhauer se fit de plus en plus intolérant envers tout ce qui lui paraissait aller de travers dans le monde. Il ne mâchait pas ses mots, et sans craindre d'être trop grossier, il eut souvent recours à l'ultime artifice, l'arme de l'invective et de l'insulte. À l'égard de Hegel en particulier, et d'autres penseurs contemporains, son indignation jaillissait de tous ses pores. Il ne perdait plus de temps en dialectique et en argumentation objective, mais faisait sans attendre usage de l'arsenal explosif de moqueries, discours vengeurs, invectives, insultes, imprécations, condamnations rassemblées au cours des années, et de toutes les armes verbales que Mère Nature avait encore mises à la disposition de son tempérament fougueux. Philosophastre, charlatan, âne batté, sont parmi les expressions les plus modérées dont il qualifiait ses concurrents et que nous pouvons trouver surtout dans les écrits de ces dernières années. Dans les 2 fondements de l'éthique, la préface à la seconde édition du Monde comme volonté et représentation, la seconde édition fortement augmentée de sa thèse de la quadruple racine du principe de raison suffisante, son pamphlet sur la philosophie universitaire dans Parerga et Paralipomena, la nouvelle édition du traité de la volonté dans le monde, et enfin la préface à la seconde édition des 2 fondements de l'éthique. Dans ce texte, rédigé quelques mois seulement avant sa mort, Schopenhauer se surpasse lui-même et livre un dernier chef-d'œuvre de sa vivacité de répartie en matière d'invective et d'insulte. Il s'attaque à rien moins que l'Académie royale des sciences du Danemark, qui non seulement n'avait pas accordé de prix à un de ses écrits, mais avait de plus couronné Summus Philosophus, Hegel, son ennemi juré. Oui, ces tirades contre Hegel et les idéalistes allemands se font tellement sévères dans le traité du fondement de la morale, qu'il l'avait présenté au concours, que l'Académie danoise blâma expressément la grossièreté de Schopenhauer lorsqu'elle justifia officiellement son refus. Non seulement le texte n'avait pas traité la question posée au concours, mais au-delà, il évoque plusieurs philosophes éminents des temps modernes en des termes si inconvenants qu'ils provoquent un grave et légitime scandale. Là-dessus, Schopenhauer répliqua avec une effronterie qui frisait l'impudence, opportant un double coup qui peut se résumer en 2 phrases de sa propre plume. J'ai apporté la preuve irréfutable de ce que la Société royale danoise a vraiment posé la question qu'elle nie avoir posée, qu'en revanche elle n'a pas posé la question qu'elle affirme avoir posée, qu'elle n'a en fait même pas pu la poser. Si les académies avaient vraiment pour fin de réprimer la vérité, d'étouffer de toute leur force l'esprit et le talent, et de sauvegarder la gloire des esprits creux et des charlatans,
notre Académie danoise aurait cette fois parfaitement correspondu à une telle fin. Toutefois, comme il craignait que ces mots grossiers ne lui valent une procédure pénale pour insulte, il pria le 26 juillet 1860 son ami Johann August Becker, juge de paix à Mayence, de vérifier si, dans la préface de sa seconde édition de l'éthique, les gifles et les chiquenaudes bien méritées qu'il donne à l'Académie danoise risquent de lui valoir quelque chose du point de vue juridique. Becker assura le philosophe qu'il n'avait, juridice, pas grand-chose à craindre, et c'est ainsi que l'éthique, avec son prologue fortement salé et poivré, put paraître le lendemain de la mort de Schopenhauer, comme si sa dernière parole était effectivement une invective.